sommes posé une question en faisant ce programme. Quel progrès a-t-on fait en 10 ans? C'est une joie pour moi de vous présenter l'expérience de Matec. Ce n'est pas le progrès d'une personne, mais d'une équipe, et d'une équipe à l'échelon national et à l'échelon international qui nous a permis de 2011 à 2021 d'avoir, je l'espère, progressé. Encore faudrait-il arriver à passer les diapositives. Voilà. Alors, où en étions-nous il y a 10 ans, puisque telle est la question? Eh bien, chacun d'entre nous, pour des raisons variées, en tout cas à Matec, tout le monde s'intéressait, et dans le monde aussi, à l'utilisation de ces fameuses cellules mésenchymateuses stromales, et tout le monde se disait que peut-être c'était là une voie thérapeutique, et ces 10 dernières années nous ont permis de petits pas sur ce sujet. Il y a 10 ans, l'expérience de nos collègues suisses et allemands était publiée. C'était les premiers, après les collègues chinois, qui avaient rapporté un cas, et notre ami italien, Matucci, une observation qui injectait chez les patients atteints de sclérodermie systémique des cellules souches mésenchymateuses originaires de la moelle osseuse chez 5 patients. 5 patients, nous étions frappés d'emblée par l'hétérogénéité. C'est sans doute le maître mot de cette expérience des 10 ans. Comment réduire cette hétérogénéité à tous les niveaux de l'approche thérapeutique innovante que constitue indéniablement l'utilisation de ce nouveau produit de thérapie cellulaire. Nous voyons déjà des patients hétérogènes, c'est ce à quoi les cliniciens que nous sommes vont s'attacher de réduire, et puis des techniques de préparation. Faut-il utiliser ces cellules fraîches ou cryopréservées? Là est le débat, et il est loin d'être résolu, mais il a progressé. D'où partions-nous? Nous ne partions pas de rien il y a 10 ans. C'est le privilège de vieillir à Saint-Louis, et depuis 30 ans, d'avoir découvert ces malades, mais la question posée est les 10 dernières années. Donc, il y a 20 ans, j'ai eu la chance de participer en tant que représentante de la France à la création du groupe STAR. Et c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est la création de la base de données qui nous a permis de comprendre. Il a fallu 15 ans en Europe pour rattraper le retard nord-américain des grandes cohortes, doublé avec cette magnifique de l'Europe et quel travail en commun, et de voir que ce que les Américains avaient écrit en anglais, nous pouvions l'écrire aussi, et participer avec Zora Marinovic, avec l'équipe de Toulouse également, à cette première étude qui a permis en Europe, dans le cadre de STAR, de montrer avec certitude que oui, la sclérodermie, c'est une maladie avec une haute mortalité, une très lourde morbidité. Ça, c'était il y a 10 ans. Ces malades, nous les avons vus. Et puis, parallèlement, il y a 10 ans, dans Matec, avec les patients qui sont venus, avec les collègues à l'international de l'EBMT, qu'effectivement, on pouvait, pour la première fois dans l'histoire de cette maladie, faire régresser la fibrose et améliorer la survie des patients. Et ça, c'était l'utilisation de la greffe de moelle osseuse. Dans ce cadre, nous nous étions intéressés à la moelle de ces patients et à ces cellules mésenchymateuses stromales. Et il m'a été donné le privilège, avec Eliane Gluckman, de co-signer cet éditorial sur le premier article de Burt, qui lui nous montrait ce que nous avons élégamment revu ce matin, présenté par les orateurs qui ont traité de la sclérodermie et de l'autogreffe. Alors, d'où on partait? On partait d'une maladie, on sait, une maladie grave, mais on sait aussi que tous les patients, ça a été dit, ne peuvent pas être traités par greffe de moelle osseuse, et que donc, nous aussi, nous pouvions nous intéresser à l'utilisation des cellules mésenchymateuses stromales. Et pendant ces 10 dernières années, nous avons augmenté l'approche et la connaissance fine de cette maladie. Et pourquoi je cite les papiers qui ont été faits par des collègues de Matec, dont Mathieu Puyade, dont tout le groupe des investigateurs de Matec? Eh bien, parce qu'avec nos amis canadiens, nous avons pu améliorer le travail sur la meilleure connaissance des index de qualité de vie chez ces malades, et savoir que oui, nous avons aujourd'hui des outils de mesure. Donc ça, c'est l'aspect du clinicien. D'où partions-nous il y a 10 ans? Comme nous avions montré pour la première fois dans cette maladie qu'on pouvait mettre en rémission les patients, on essayait de comprendre. Et avec Franck Verrecchia, Laurence Michel,
et des étudiants en thèse de sciences, nous nous sommes intéressés et comme toujours au début, on faisait des revues et on essayait de comprendre. Tout le monde autour de cette conférence connaît, je me permets de le rappeler, les grands principes physiopathologiques qui gouvernent l'apparition d'une sclérodermie qui reste quand même mieux disséquée et dont la pathogénie est mieux comprise aujourd'hui, mais qui finalement repose toujours sur, ou souvent sur un stimulus antigénique étranger, dans le cadre d'une prédisposition génétique qui va entraîner des anomalies vasculaires et une lésion endothéliale initiale pour aboutir à une activation de la réponse immunitaire prédominance et prédominance cellulaire, et c'est clé aujourd'hui dans notre compréhension de l'efficacité, en tout cas de l'utilisation des cellules souches mésenchymateuses pour aborder cette maladie, et puis avec une composante B, bien sûr, qui va participer à cette interaction et à l'activation de la réponse immune pour, in fine, stimuler la synthèse de collagène par les fibroblastes et cette synthèse anormale qui va aggraver en retour la lésion endothéliale. Et donc, cette triple composante, lésion vasculaire, inflammation avec auto-immunité et fibrose constitutionnelle, que nous commencions à comprendre. Et puis, à l'époque, comme on voyait que les malades étaient en rémission, on essayait de comprendre. Et dans cette étude et dans cette analyse qui nous a pris beaucoup, nous essayions de comprendre si on pouvait avoir des marqueurs de la réponse après. Et déjà, et je m'adresse à Karine, qui va sans doute avec une grande élégance nous guider dans cette réponse cytokinique et dans l'interaction entre l'utilisation des cellules mésenchymateuses stromales et ce qui se passe dans le milieu intérieur. Mais déjà, moi, clinicienne, et nous, cliniciens, nous comprenions que c'était compliqué. En tout cas, ce que nous pouvons vous dire, c'est que quand on a pris tous les sérums des patients autogreffés et qu'on a après et qui étaient en rémission, comprendre si c'était quelle était la participation d'une cytokine plutôt que d'une autre, alors que parallèlement 10 années passaient et qu'on comprenait mieux les interactions entre la réponse cytokinique TH1, TH2 ou TH17 et le rôle de chacune de ces classes de cytokines au niveau de ces interactions dans le milieu intérieur. Eh bien, quand on dose en périphérie ces cytokines dans le sang circulant d'un malade sclérodermique, on trouve tout et son contraire. Pardonnez-moi d'être assez réductionniste. Alors, comme on ne change pas d'idée et que finalement, 10 ans, c'est aussi la capacité à travailler ensemble, à rencontrer des gens et des nouveaux territoires, à ouvrir des portes et à échanger avec ceux qui connaissent ce que nous ne connaissons pas. Et ce schéma et cette revue que nous vous proposons, ce dessin a été fait par Séverine Loisel dans l'équipe de Carinta et résume avec Pauline Lancio et notre groupe, enfin, pourquoi et comment nous pensons modestement, en 10 ans, avoir progressé pour pouvoir non plus rêver, mais continuer à travailler ardemment afin de disséquer plus avant les raisons qui nous conduisent non pas in vitro, non pas in vivo chez l'animal, mais aujourd'hui chez l'homme, à démontrer et à essayer d'expliquer comment l'utilisation de ces cellules mésenchymateuses stromales qui ont une activité largement étudiée depuis des années dans différents laboratoires du monde et de très nombreuses équipes, vous allez le voir, une action anti-inflammatoire, une action immunosuppressive ou plutôt immunomodulatrice, et puis une action pro-angiogénique qui font que, pour reprendre ce schéma qu'avait décrit Alexandre Maria dans un autre papier publié en 2016 auquel je vais faire référence, eh bien oui, parce que lui s'intéressait plus aux modèles animaux, il est logique d'utiliser aujourd'hui pour essayer de traiter les différentes composantes de la sclérodermie qui sont la base de cette pathogénie. Alors, est-ce que MaTek et ce que nous avons fait ces 10 dernières années avec tous les gens qui sont autour de cette conférence, a contribué modestement à apporter sa pierre à l'édifice pour nettoyer ce vaste foutraque, permettez-moi l'expression, pour ne pas aller plus loin. Eh bien, en 10 ans, qu'est-ce qui s'est passé? 2011, le premier traitement par cellules mésenchymateuses stromales, et c'est Kaplan qui signe cette revue dans Nature, apparaît, était approuvé comme une thérapie cellulaire. Vous voyez qu'il y a plus d'articles, comme souvent, que de malades, et que finalement, on progresse dans l'utilisation de ces cellules mésenchymateuses stromales
dans différentes maladies et on comprend mieux leur fonction. Je vous parlerai du côté clinique et Karine nous guidera dans la compréhension des mécanismes d'action de ces cellules. Par contre, quand nous avons commencé il y a 10 ans, nous savions, parce qu'on s'intéressait au sujet, que ces cellules mésenchymateuses stromales eh bien, avaient des caractéristiques et une définition clairement établie par les critères de l'Internationale Société de Cellulaire Thérapie et qu'elles sont fondamentalement différentes, même si on les trouve au niveau du cordon ombilical, du tissu adipeux, des cellules hématopoïétiques. Elles ont été découvertes au niveau de la moelle osseuse et elles ont des marqueurs de surface qui sont clairement identifiés. Elles ne marquent pas, elles n'ont pas les déterminants des cellules souches hématopoïétiques, elles n'ont pas le CD34, pas le CD45, elles sont négatives, on reviendra sur l'expression d'HLA-DR, et surtout, le caractéristique est de se différencier in vitro en estéoblastes, adipocytes et chondroblastes. Bref, les labos par le monde et nos voisins, nos amis, qu'ils soient à Lille, à Marseille, à Montpellier ou ailleurs, savent aujourd'hui faire pousser ces cellules. Ces critères, la Chine à l'Amérique du Nord et dans toutes les boutiques qui fabriquent des cellules souches, des cellules mésenchymateuses stromales sont quand même relativement larges. Et finalement, les comités d'experts qui ont signé, donc Karine et dont Lux NCB, ces recommandations internationales, ont souligné rapidement 10 ans plus tard, donc en 2016, oui, c'est facile d'avoir des critères de libération de ces cellules. Elles ont des marqueurs de surface, il faut qu'elles soient viables et il faut qu'elles soient stériles. C'est la moindre des choses quand on les injecte chez l'homme, surtout quand on est responsable d'un essai thérapeutique. Mais que le plus important, c'est de progresser sur les mécanismes, la compréhension des mécanismes d'action et qu'il n'y a pas un test qui permet de mesurer de manière efficace et de prévoir l'efficacité clinique. Donc, vous voyez la complexité de l'approche et que pour cela, c'est notre devoir de cliniciens, de chercheurs, de travailler ensemble pour élaborer des critères de release, certes, mais des études animales, d'autres essais et des manières d'assurer la compréhension des mécanismes d'action. Je n'arrive pas à passer la diapositive, ce qui me permet d'appeler à l'aide, mais ce qui est sûr, c'est que c'est comme ça que nous sommes partis il y a 10 ans. Et donc, comme toujours, nous sommes partis la fleur au fusil, plein d'espoir. L'histoire se finit bien, rassurons-nous, et c'est heureux. Elle aurait pu plus mal finir, mais il faut la ténacité de Matec et la solidité du groupe et des cliniciens et des chercheurs qui ont participé à cette étude pour sortir par le haut. On a écouté ce matin Mathieu Reschrigon, il fallait concevoir un essai. Je ne reviendrai pas sur la démarche qui guide notre réflexion, vous avez compris, elle a duré 10 ans avant d'avoir un essai qui était financé au PHRC et qui était basé sur un objectif, analyser la faisabilité et la tolérance d'une injection intraveineuse de cellules souches mésenchymateuses allogéniques dérivées de la moelle osseuse. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, a été mis au point par Lux NCB et d'autres au sein de l'EFS et ce procédé était breveté, et que d'autre part, le papier Princeps initial qui a démontré l'effet immunosuppresseur et immunomodulateur avait été acquis par Katharina Leblanc chez des malades atteints de GVH traités par des cellules souches mésenchymateuses dérivées de la moelle osseuse. Donc, objectif primaire, la tolérance. Objectif secondaire, nous allons revenir, et ce que nous a appris Mathieu. Un point. Il faut 10 ans aujourd'hui en France, nous espérons que demain, il faudra 4 ans pour arriver à un résultat. Voyez comment il a fallu 4 ans pour que le procédé de transfert, et c'est grâce à Lux NCB, je répète pour ceux qui nous rejoignent, aujourd'hui décédé, co-auteur de ce papier, que nous avons pu faire cette étude. C'est grâce à lui que j'ai rencontré le groupe de Toulouse et c'est grâce à l'international qu'on a pu travailler avec Karine Tart et son groupe. Et puis, ainsi que les laboratoires de thérapie cellulaire, pour ne pas les nommer le service de santé des armées et MEHARI, avec Audrey Crasse, qui ont participé à la production de ces cellules
dont le procédé a été importé à partir de l'EFS et de l'UXNCB par contrat avec la PHP. Donc, vous voyez, 4 ans pour arriver à faire ça. Et puis ensuite, une fois que le procédé est en cours, eh bien, 1 an, c'est un délai moyen qui ne va pas sans doute se raccourcir, c'est l'estimation de la recherche. Écoutons nos ministres et nos politiques qui pensent aller plus vite, il faudrait mettre un petit peu moins de bureaucratie dans le tuyau, et finalement, 6 ans pour avancer. Pendant ces 10 ans, bien sûr, nous avons continué à être attentifs à ce qui était souligné comme prérequis, pensant pouvoir sortir par le haut. Et merci Alexandre, merci au groupe de Montpellier et à Madame Noël et au docteur Noël qui ont développé un modèle expérimental connu dans le monde entier et qui avait été mis au point par le docteur Servetas, qui exerce, je crois, aujourd'hui à Dijon, que je n'ai jamais réussi à joindre, mais dont j'aimerais faire la connaissance. Mais ça, c'est une spécificité française qui a été copiée en Chine et qui nous sauve, parce qu'on n'a pas eu à refaire les modèles expérimentaux pour être financés. Et donc, ce que l'on savait, c'est que oui, c'était logique chez l'animal aussi, et ça a été remontré après les premières publications, d'utiliser ces cellules mésenchymateuses stromales pour les injecter chez la souris qui reproduit ce modèle de sclérodermie avec des lésions principalement vasculaires, le modèle qui, à notre sens, est le plus proche de ce que l'on observe en clinique humaine dans la sclérodermie systémique diffuse, et que une injection intraveineuse permet de voir une régression de l'épaisseur de la fibrose, avec non seulement une régression de la fibrose, mais de l'expression du collagène, et également un effet immunomodulateur avec la disparition sur ces images magnifiques de l'infiltration lymphocytaire et l'infiltration macrophagique au niveau des coupes des différentes à l'aide, s'il vous plaît, pour les diapositives. La diapositive suivante nous montre ce que la deuxième question qu'on se posait chez l'homme était: faut-il utiliser des cellules autologues ou faut-il utiliser des cellules allogéniques? Nous avions été, avant 2011, rapidement convaincus, et je n'ai pas montré ces travaux aujourd'hui, et nous y avions contribué ici avec nos collègues suisses, qu'il existe des anomalies intrinsèques au niveau des cellules mésenchymateuses stromales des patients sclérodermiques, et que, vu l'innocuité et la capacité à produire des produits allogéniques, cette approche était meilleure. Et vous voyez ici que dans ce modèle animal, l'injection de cellules mésenchymateuses stromales xégenogéniques ou issues de la moelle osseuse ou syngénique semblait avoir la même efficacité sur la réduction du contenu en collagène, comme au niveau de la peau, comme au niveau du poumon. Ces éléments constituaient le fondement de notre capacité à affronter, si je veux dire, l'administration, à convaincre certains collègues et à expliquer notre démarche dans l'approche clinique et dans la capacité à utiliser ces cellules chez l'homme, ce qui est quand même une responsabilité si on se remet 10 ans avant. Aujourd'hui, nous sommes totalement rassurés et la sécurité de l'utilisation de ces cellules chez l'homme est acquise à condition qu'elles soient correctement produites. Ensuite, c'est toute la capacité à travailler en groupe et à mettre des cliniciens, des fondamentalistes ensemble, et comme nous l'a appris Mathieu, et l'expérience acquise dans le déterminer le meilleur index outil clinique, primary endpoint. Il faut qu'il soit facile à mesurer, reproductible, et qu'il reflète le statut clinique du patient. Dans une maladie aussi hétérogène qu'est la sclérodermie, il s'agit d'une difficulté surajoutée. Ensuite, les aspects statistiques, nous avons compris depuis 20 ans combien les hématologues nous ont appris à synthétiser notre pensée et à avoir un outil, d'où l'intérêt de collaborer à large échelle, et deuxièmement, de réduire l'hétérogénéité des paramètres et de se baser sur des outils statistiques qui permettent de définir, et c'est compliqué quand ça n'a jamais été fait dans la maladie initiale, ce qui est la rechute et ce qui est la progression, tout en sachant que rechute et progression peuvent être cliniquement distinctes et biologiquement différentes. Quoi qu'il en soit, nous avons assis notre raisonnement sur l'expérience clinique. Et cette expérience clinique, elle datait de ce que nous avons appris avec l'autogreffe de moelle. Oui, c'est le score de Rodnan modifié qui reste aujourd'hui depuis 20 ans le meilleur outil facile à mesurer, encore
certains détracteurs nous diront, 15% de variabilité entre les examinateurs et il faut un changement de 25% pour être significatif. C'est pour ça que nous avions introduit le Rodnan en France au moment de la création de l'Eustar. Il est maintenant acquis de toutes les différentes personnes qui s'occupent de cette maladie, mais on est conscient de l'hétérogénéité. Et quand demain, nous allons mener un essai tricentrique entre Poitiers, Toulouse et Paris, eh bien, nous allons nous entraîner, même si nous savons que nous cotons de la même manière. Les tests fonctionnels du poumon, je ne rentrerai pas dans le détail. Avec David Launay à Lille, nous avions analysé déjà ce que Grégory reprend aujourd'hui dans la fonction pulmonaire de ces patients. Et on a tous compris, nous les cliniciens, mais c'est difficile à voir quand on va voir le statisticien, que la mesure de la capacité vitale forcée ou de la diffusion du carbone, eh bien déjà, première question, il faut connaître le taux d'hémoglobine, ensuite il faut savoir comment la bouche s'ouvre, et tout ça, le diable est dans le détail pour la recherche, depuis le début jusqu'à la fin. Ensuite, les outils de qualité de vie. Merci à la collaboration. Nous avons introduit ici à Saint-Louis les premiers validations en français de ces outils que tout le monde utilise 20 ans plus tard et nous nous en réjouissons, que ce soit le CHAC, que ce soit le Q5D. Et puis avec Mathieu et nos collègues de McGill qui connaissent très bien la qualité de vie, nous avons maintenant la certitude que ces outils sont bons pour mesurer la qualité de vie, qu'ils sont validés. Et c'est ce que les reviewers du Lancet ou d'autres journaux disent très sélectifs nous demandent. Ensuite, la réponse clinique, eh bien là, merci Richard. Quand nous avons fabriqué les réponses cliniques de Astis, nous avons compris et nous avons appris comment la complexité peut nous perdre et augmenter le niveau d'hétérogénéité. Donc, faisons simple, elle est définie comme cela, elle est publiée en anglais depuis 2011. Nous avons participé avec Zora Manovic et donc Saint-Antoine Saint-Louis à cette cohorte publiée depuis 2013. Et puis, nous avons utilisé nos critères, nous continuerons à les utiliser car on construit ce qu'on a bâti au fil des ans. Et puis, la survie sans progression, eh bien, on y revient avec toute la faiblesse et toute la difficulté dans une maladie aussi hétérogène. Jörg nous a montré comment dans Hematologica, ce papier qui analyse la survie des patients après d'autogreffe, la survie sans progression est un outil utilisé par les hématologues et dans tous les essais aujourd'hui, non hématologiques également, mais vous voyez l'hétérogénéité des paramètres et donc la complexité. Et puis, la survie globale. Alors, nous sommes partis fleur au fusil, regardez, patatras, 3 ans après avoir démarré, 1 an et demi après avoir démarré, je découvre par hasard qu'un karyotype qui était revenu, qui était resté d'ailleurs dans un tiroir d'une manière un petit peu trop prolongée, montrait une anomalie sur une trisomie 5. Et ayant beau être clinicienne, je craignais pour la sécurité des patients et je m'interrogeais, même si j'avais déjà lu l'article de Karine Tart et de et si eux, avant tous, avaient bien montré que chez ces patients, eh bien oui, il peut y avoir des anomalies karyotypiques lors des cultures, mais que ceci n'est pas associé à des clones sélectifs qui vont se développer et que c'est peut être considéré comme bénin. Ceci étant, et que quand on pousse les cultures, ces anomalies karyotypiques s'arrêtent sans transformation. C'était le point important. N'empêche que nous avons interrompu l'étude par sécurité et ceci nous a fait rallonger l'étude de 1 an et demi. Ensuite, nos objectifs secondaires, nous les avons décrits et il fallait avoir d'autres investigations pour comprendre les mécanismes d'action. Je laisserai Karine les détailler secondairement et l'histoire n'est pas finie car tout est dans la compréhension de ce qui se passe in clinique. Juste référent au papier essentiel de l'équipe de l'EFS et qui avait été publié sous l'égide, vous voyez, de la SFGMTC initialement, qui date déjà il y a 10 ans, mais qui nous montre bien, effectivement, on voit ces anomalies karyotypiques, eh bien, oui, quand les cultures sont poussées, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas des anomalies chromosomiques, là, elles s'arrêtent progressivement pendant la poussée, et les cellules entrent en sénescence et il n'y a pas de transformation. Allez convaincre nos agences de santé que on arrête de faire des karyotypes aujourd'hui. Je n'ai jamais compris pourquoi on fait le karyotype, on continue à faire le karyotype, mais on injecte quand même les cellules à la patiente. Diapositive suivante. Bien, et ce schéma, nous le devons
à Katney Charles, qui aujourd'hui technicien d'études cliniques à Matec, est parti à McGill pendant 2 ans, et va revenir travailler à Montpellier. Donc, vous voyez, Matec, les gens bougent et se retrouvent comme ils le souhaitent. Vous voyez qu'il a fallu sélectionner 23 donneurs de moelle pour arriver à identifier 20 donneurs de moelle osseuse, ce qui rend les choses compliquées. Ça n'est pas facile de trouver des donneurs de moelle osseuse et que 54 patients avec sclérodermie systémique ont été évalués en RCP Matec pour l'éligibilité. 20 ont pu être enrôlés dans l'étude, 10 ont reçu, devaient recevoir 1 10 puissance 6 cellules mésenchymateuses par kilo, 10 devaient recevoir 3 ou 0,5 selon le principe que nous a exposé Mathieu Reich-Régon. Eh bien oui, les caractéristiques de clinique de ces patients, je ne les détaillerai pas, vous pourrez les lire. C'était des patients atteints de sclérodermie systémique sévère qui n'étaient pas candidats ou qui ne pouvaient pas être candidats à l'autogreffe ou qui avaient progressé après autogreffe, 2 patients d'entre eux, ou des patients qui avaient une durée de la maladie évolutive. Et quelles ont été l'évolution? Je rappelle que cette étude est une étude de sécurité. Elle a démontré, on va y venir, la sécurité, mais aussi elle commence à nous faire rêver, puisque oui, nous n'avons pas rêvé. À M1 et à M3, eh bien, on voit une chute significative de ce score de Ronan modifié qui va rester stable secondairement, alors que les fonctions pulmonaires ne se dégradent pas, ce qui est déjà un point important chez des patients qui étaient des patients aussi sévères que lesquels nous sommes adressés. Voilà pour les résultats cliniques. Nous sommes sur une étude de sécurité, de démontrer la faisabilité et de nous permettre d'aller à l'étude suivante qui va commencer, juste pour vous montrer que ce n'est pas si simple de produire les cellules. Et merci Audrey Crass de nous avoir appris, aidé et permis, et Jean-Jacques, l'équipe de l'EFS de services de santé, d'avoir montré que ces cellules sont produites, elles sont libérées, mais de l'autre côté, il a fallu prendre la responsabilité, dans 5 cas, de libérer les cellules sous la responsabilité des producteurs de cellules et des investigateurs, avec un taux de cellules qui avait poussé moindre que celui attendu, 0,6 ou 0,9 10 puissance 6 alors qu'on attendait 1, et 1 et 1,7 alors qu'on attendait 3. La viabilité des cellules a dans tous les cas été respectée, c'était le critère de libération. Nous avons détaillé les anomalies karyotypiques. Vous voyez que tous ces patients ont été extrêmement investigués et tracés. Eh bien, ces anomalies karyotypiques qui ne nous inquiètent plus dorénavant ont été constatées chez 3 patients sans évidence de transformation. Et là est notre réflexion, est-ce que nous avons appris en 10 ans? C'est extrêmement difficile de produire ces cellules mésenchymateuses stromales à partir de la moelle osseuse, à partir de 20 donneurs différents. Et vous voyez tout le travail qui a été fait par l'unité de production et par Audrey Crass et son collègue à l'EFS pour produire ces produits finaux avec néanmoins une extrême hétérogénéité quand on se fixe sur le nombre de colony formating units, quand on analyse le nombre de populations de doping, on varie du simple à multiplier par 5. Pour la clinicienne que je suis, qui essaie de comprendre, et pour nous tous les investigateurs cliniques, c'était extrêmement complexe à comprendre. Et nous avons évidemment ceux qui nous regardent de dehors nous disent vous injectez un produit qui est très hétérogène. Donc là, l'analyse transcriptomique finale du produit de moelle osseuse qui a été injecté nous a sauvés et permet de démontrer d'une manière tout à fait claire qu'il y a une homogénéité totale de ces cellules lorsqu'on les analyse à ce niveau de finesse par rapport à le relief. C'est ce qu'on a appris en disant que ce n'est pas une sinécure et qu'il faut savoir travailler de manière extrêmement tuilée pour remplir les prérequis du comité de l'ISCT et aller de la collection tissulaire par les hématologues à l'isolement des cellules, leur expansion et leur release. Et oui, nous sommes convaincus que nous avons démontré que c'est safe, que ce produit n'est pas dangereux, mais maintenant, il faut arriver à faire diminuer ce niveau d'hétérogénéité et à mieux caractériser et à passer la parole à Carita qui va nous montrer comment l'immunomonitoring après
injection de ces cellules mésenchymateuses stromales allogéniques permet d'approcher la compréhension des mécanismes de réponse, permet de revenir sur le fait que 2 d'entre eux seulement ont développé des anticorps anti-HLA, ce qui nous rassure. L'envers de nous dire que la piste du microchimérisme ne nous permet pas de résoudre plus d'avancées, mais au moins on l'a fait. Et à tous les cliniciens de Matec d'être convaincus que le financement au PHRC récent d'un 2e essai va nous permettre des 2 côtés de l'Atlantique de poursuivre notre travail et avec les collègues du translationnel de mieux comprendre comment ces cellules injectées vont aller jouer au niveau, puisqu'elles disparaissent 24 heures après injection, non pas dans le sang périphérique, mais au niveau du tissu périphérique, jouer sur leur rôle immunomodulateur, pro-angiogénique et antifibrotique. Et puis, puisque nous en sommes un peu revenus de l'utilisation de la moelle osseuse à partir d'un donneur allogénique, eh bien, nous allons essayer de travailler sur les cellules adépositaires stromales. Et de l'autre côté de l'Atlantique, à McGill, où nous collaborons, eh bien, seront faites les cellules mésenchymateuses originaires d'ombilical cord. Et peut-être qu'on pourra à nouveau se retrouver et grâce au réseau Matec et aux patients qui reviennent, eh bien, arriver à avancer dans cette démarche.